Let's go. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de, comme vous pouvez le voir ici au-dessus, là, ouais, de Davy, qui est courtier en assurance, donc dans son bureau, qui fait de l'assurance et qui fait principalement du crédit. Comme promis, ben, aujourd'hui on va aborder pas mal de questions, modération des commentaires. Est-ce que je change? C'est bon, juste comme ça. Alors, de quoi on va parler? On va aborder, comme je vous disais dans une vidéo précédente, on va aborder quoi? Je vais couper le son parce que sinon j'ai le retour ici, ça va pas. Donc, on va aborder le sujet principal sur les crédits hypothécaires. Donc, comme vous le savez, cette année, donc à partir du 1er janvier, il y a eu tout un tas de choses qui a été dit. Je voulais m'entourer de professionnels donc, qui ont des vies en matière de crédit. Comme je dis toujours, chacun son métier pour qu'il vous explique. J'ai reçu pas mal de petites questions, j'en ai aussi eu sur le terrain, comme souvent. Donc, on est en direct, vous pouvez poser vos questions, sans problème, on va y répondre. On va déjà répondre à certaines questions. Il y a 4 personnes en direct, bonjour à tous, restez bien là, on va répondre aux questions. Alors, le thème abordé, c'est qu'est-ce qui a changé en matière de crédit en 2020. Donc la première question que je vais poser à David, d'abord il va se présenter. Bonsoir à tous, je remercie Alex Severino de me laisser un peu de temps pour répondre à ces questions et peut-être vous éclaircir parmi la jungle du crédit. On entend beaucoup de choses, beaucoup d'idées reçues, même moi j'entends beaucoup d'âneries surtout, et évidemment les médias n'aident pas non plus à éclaircir ce point. Donc ici, parmi les questions que les internautes ont posées, j'espère que ça pourra répondre à une majorité de vos questions et surtout essayer de vous rassurer dans votre projet immobilier. Alors la première question qui est revenue souvent, c'est une des principales. Faut-il obligatoirement avoir un apport désormais pour un prêt? Alors moi je vais toujours donner mon avis en matière de clients. Les clients me disent oui, d'autres me disent non. Donc on va avoir une réponse très claire. On va essayer. En fait, faut-il un apport? Non. L'année passée, on savait encore très facilement emprunter avec les frais de notaire. Cette année, au début du mois de janvier, comme les nouvelles normes venaient d'arriver, même les banques, les propres commerciaux des banques qui sont venus me voir ne savaient même pas eux-mêmes finalement ce qu'on pouvait encore faire et ne pas faire. Donc on va dire qu'il y a eu une période de switch de janvier à février où si vous m'aviez posé la question, je vous aurais dit non, sans apport d'un minimum des frais de notaire. Et aujourd'hui? Je ne sais pas vous aider. Aujourd'hui, apparemment, il y aurait encore des solutions, mais qui sont très limitées en termes de banque. Alors, je ne sais pas si les citer, ça va aider à traiter l'information. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, il y a encore la possibilité d'emprunter plus de 100% dans des sociétés de crédit. Donc, c'est quoi la grosse différence entre les sociétés de crédit et les banques? Les banques, ce seront plus les enseignes ING, BNP et Belfus, pour ne citer qu'elles. Et les sociétés de crédit, ce seront des sociétés de crédit qui sont commercialisées par des courtiers. Donc souvent, on se dit, si tu ne sais pas emprunter les frais notaires, tu vas chez ton courtier. C'est quoi la grosse différence entre les deux? La société de crédit, elle va chercher son argent auprès d'une banque et elle prête cet argent-là. Donc voilà, c'est ça la grosse différence. On ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas important. Donc oui, on peut encore emprunter sans apport. Au terme de, c'est une question qui revient souvent, j'embraye un petit peu. Quand on parle de 100%, 120%, 130%, je vais aller chercher le tableau, et on va expliquer les chiffres. C'est la sémantification. Donc, on va prendre un petit tableau. Ça fait un peu l'effet de Morales. Ça fait Ramsey surtout. Ouais. J'aimerais bien que tu notes un peu pour expliquer sur un projet de, par exemple, 150 000, qui est quand même un prix. 100 000, 100 000, c'est plus parlant? C'est plus parlant, 100 000. C'est un chiffre rond, c'est mieux. Alors, 100 000 euros. Je vais noter. Donc voilà. Je vais le tenir, comme ça tu vas l'écrire, non? Non, on va le poser parce que sinon il va tomber. Donc, on va refaire un petit calcul. Donc, ce que je disais, c'est qu'on parle de 100%. Donc 100%, c'est 100 000 euros si on achète un bien à 100%. D'accord. Donc quand on parle de 120, 130%, donc c'est plutôt ça le problème aujourd'hui. C'est ça. Tout ce qui va dépasser le prix de vente d'achat, le prix d'achat ou le prix de vente, c'est la même chose, est plus compliqué à emprunter. Pourquoi? Parce que
l'immobilier est très simple. Si le bien vaut 100 000 et que vous empruntez 100 000, ben la banque voilà, vous prête 100% au-delà de 100 000 et qui n'est pas affecté directement à l'immobilier. Donc les frais de notaire, parce qu'il faut quand même le rappeler que les frais de notaire n'apportent rien dans la maison. C'est pas parce que vous avez payé 20 000 euros de frais de notaire, de droits d'enregistrement, donc tous les frais qui découlent hors travaux sur le bien, que votre maison vaut 120 000 euros. Et donc c'est un risque pour les banques. Et imaginons un autre contexte, c'est vous qui devez prêter l'argent à quelqu'un, la maison vaut 100 000, il en demande 120 000, dont 20 pour payer les frais de notaire. Si l'emprunteur se plante sur un délai très court, pour récupérer sa créance, c'est assez compliqué. Donc, plus on emprunte, plus les banques sont réticentes et selon moi, à juste titre. Et pour embrayer là-dessus, en théorie aujourd'hui, qui a le droit à un prêt à 100%? Tout le monde ou il y a des profils un peu types? Parce que c'est souvent voilà, ça donc, qui sont... dans la majorité des cas, en tout cas dans les sociétés de courtage, je regarde si on a des dont je fais partie, ouais. Deux banques peuvent encore, enfin en fait il y a encore plusieurs banques qui peuvent prêter les 100%. Par contre, pour obtenir les 100%, les garanties sont quand même assez strictes. Donc si je me concentre sur deux banques du marché qui prêtent encore les 100% dans le monde du courtage, une par exemple souhaite que le profil de l'emprunteur ait un revenu de minimum 3 500 euros par ménage. Alors, oui, on sait emprunter, mais j'ai envie de dire, il y a déjà intérêt à être à deux sans emprunteurs. crédit voiture, sans crédit autre. Pas forcément, Pas forcément. non, c'est que le budget, donc les revenus mensuels du ménage, donc le revenu mensuel net, doivent être de minimum 3 500 euros pour accéder aux 100%. D'accord. Ça veut dire que ça ratisse déjà une grosse partie des emprunteurs qui n'arrivent pas à ce montant-là. Une autre banque, elle, pour emprunter les 100%, ont deux autres critères qui sont quand même très stricts. C'est que le montant d'emprunt ne peut pas dépasser 200 000 euros. D'accord. Là aussi, évidemment, avec cette condition-là, ça ratisse une grosse partie des emprunteurs. Parce que si on veut quand même une maison sans travaux dans la région décente, on va quand même se trouver entre 150 000 et 205 voire 210 000 euros, sans extravagance. Donc évidemment, plafonner à 200 000 euros, ça n'aide pas beaucoup. Et cette même banque souhaite que l'emprunteur, si c'est un isolé, qu'il lui reste toute charge crédit déduite, 1 500 euros. Alors, ça, c'est dans le cadre où on veut emprunter du 100%. Voilà. Donc ça, c'est le minimum à vivre. Le minimum à vivre est un des critères de scoring pour calculer sa capacité d'emprunt. C'est un emprunteur seul qui a un bon salaire en CDI depuis 3 ans. Il aura peut-être 1 800 à 1 950 euros, ce qui est déjà un très bon salaire dans la région. Il doit lui rester 1 500 euros en main. Sa mensualité ne doit pas dépasser 450 euros. 450 euros mensuellement pour un crédit, vous n'allez pas toucher plus de 120 000 euros. Donc, ça ratisse déjà très large. Pour résumer un peu ce que tu dis, et pour un peu simplifier, donc, en d'autres termes, tout ce qui est courtier, c'est-à-dire des banques secondaires, si on peut dire ça comme ça. Non, ce ne sont pas des banques secondaires, ce sont simplement des sociétés de crédit. Donc on va dire les sociétés de crédit sont plus, on va dire, plus souples qu'une banque classique. Donc ça veut dire que quelqu'un, aujourd'hui, celui qui n'a pas de... Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une fiction de dire, si on n'a pas au moins les frais de notaire, parce que nous pose la question tous les jours, est-ce que si on n'a pas les frais de notaire, on ne sait pas avoir un crédit? Ou alors c'est une légende et c'est un peu au cas par cas et c'est encore possible d'emprunter les frais de notaire d'une façon différente? Alors oui, évidemment, c'est au cas par cas parce que chaque dossier est différent. Une banque peut encore prêter les frais de notaire, donc il y a quand même une grosse distinction à faire. L'achat plus frais de notaire, on emprunte tout. Et là, évidemment, c'est extrêmement compliqué et de mon côté, je ne peux commercialiser qu'une banque. D'accord. Où là, on aura un switch pour la partie des frais de notaire et les 10%. D'accord. Et le switch par rapport, donc ce sont deux crédits différents, un pour la maison et un pour les frais à côté. Donc ça, il y a encore une banque qui peut commercialiser et il y a tout un scoring à calculer par rapport à ça. D'accord. Les banques traditionnelles, ING, Belfius, j'en cite encore les plus grosses. Les grandes cylindrées, c'est ça. Si on n'a pas les frais de notaire, je pense que ce n'est même pas la peine de les consulter parce que ça va être non d'office. ING, pour ne citer qu'elle, Si je t'interromps, s'il y a des banquiers, n'hésitez pas à réagir, même après, pour démanteler ça, entre guillemets. Oui, évidemment, moi je parle d'informations, il parle de sources sûres, de contacts. Ne faisons pas d'amalgame sur les banques. On n'a pas de problème, disons les choses clairement. Mais je préfère le rappeler. Oui, je ne tiens pas à mettre une banque sur un piédestal, ce n'est pas le but. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je voulais préciser. Mais de sources sûres, par exemple, ING, eux, ont retardé les nouvelles normes, leurs nouveaux critères. Ah bon? Oui, ils peuvent encore prêter de 100% à des conditions quand même assez correctes.
Alors évidemment, si on est client ING, ça aide. Effectivement. Juste, je pense que j'ai des commentaires, donc je vais regarder. Bonjour, les revenus de loyer sont-ils comptés? Donc Bernard Bernier, bonjour Bernard. Il demande, donc bonjour, les revenus de loyer sont-ils comptés quand on achète un immeuble de rapport? Et les frais de notaire, merci. J'ai pas très bien compris sa question, je vais la relire. Il parle plutôt d'un investissement locatif, à savoir si les futurs revenus locatifs sont considérés dans le calcul du scoring. C'est ça. Donc le scoring, c'est un peu un terme, on va dire... C'est calculer la capacité d'emprunt d'un emprunteur. On appelle ça un scoring dans le terme technique. Donc, pour répondre à sa question, oui, on peut encore... Enfin, il comptabilise les revenus locatifs avec une pondération, que ce soit futur, revenus locatifs ou actuel. La majeure partie des banques prennent 80% de ce revenu-là. Si c'est le premier achat en investissement locatif, là par contre, peu de chances que vous puissiez emprunter les frais de notaire. Donc quand il dit, parce qu'on achète un immeuble, donc en fait je pense qu'il veut si je comprends bien ce que dit Bernard, et Bernard me dira si je me trompe, il parle de s'il achète par exemple, il dit voilà, moi demain je suis déjà propriétaire de ma maison, et ce qui arrive très souvent, nous c'est ce qu'on vit au quotidien, il dit voilà, moi j'aimerais bien, au lieu de mettre mon argent dans les banques, ça ne rapporte pas, je parle en général, j'aimerais acheter un bâtiment de rapport qui est en ordre d'urbanisme, bien entendu, parce que chez Alex Simon on vend que en ordre d'urbanisme, en tout cas on essaye. Par exemple, il y a 3 appartements qui, je sais pas moi, 600 € par appartement. Est-ce que la banque en tient compte de ces loyers dans le calcul de... Parce que voilà, ça va être peut-être un bâtiment à 300 000 et qu'avec un salaire, comme tu l'expliques, on ne peut peut-être pas l'acheter directement parce qu'il faudra les frais de notaire. Donc est-ce qu'il faut et les frais de notaire et en plus ils tiennent compte des loyers, ou il faut absolument les frais de notaire et ils ne tiennent pas compte des loyers? Voilà, c'est un peu ça la question. J'avais compris directement, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. Donc, disons c'est Bernard, c'est ça? C'est Bernard, c'est ça. Bernard Bernier, exactement. Dans le cas de Bernard, présumons qu'il est propriétaire de son habitation avec encore un crédit hypothécaire et voilà, il veut faire un placement parce qu'il estime qu'à la banque ça ne lui rapporte rien et il a misé sur l'investissement immobilier parce qu'il espère avoir un bon rendement. Et là, le problème, c'est que maintenant, pour les immeubles de rapport, donc pour la dénomination immeuble de rapport, à partir du moment où il va acheter, où l'emprunteur veut acquérir un bien dans le but locatif, les banques là sont encore plus strictes. Donc, ils limitent la quotité à 80%. Donc, si je reprends le 400 000 € de tout à l'heure, la banque va limiter l'emprunt hypothécaire à 80 000 €. Donc, ça dit quoi? Ça veut dire qu'il faut déjà beaucoup de fonds propres pour pouvoir envisager ce genre de crédit. Les banques limitent les durées d'emprunt. Et alors, évidemment, oui, la banque va tenir compte des futurs revenus locatifs. Donc, sur le bloc, il y a 3 appartements à 600 € chacun. La banque va prendre les revenus locatifs et les pondérer à 80% pour les mettre dans le scoring. Donc oui, la banque tient compte de ces revenus locatifs, mais ça finalement, c'est pas vraiment le gros problème. Le gros problème, c'est l'apport fonds propres et les frais de notaire. Donc du coup, pour un investissement locatif, si on veut un immeuble de rapport qui est en ordre d'urbanisme, je crois qu'il faut quand même toucher les 200 000 et 20% pardon, 200 000 plus les frais de notaire. Il faut 30%, quoi. On est vite à 50 000 € de fonds propres, quoi. Donc j'espère que Bernard, on a répondu à ta question. Si tu veux plus de détails, n'hésite pas à me contacter et je te mettrai en rapport avec Davy qui répondra avec plaisir. On va continuer parce que là on s'est un peu écarté. Justement, puisqu'on parle d'investissement, c'est une question qui revient. Pour les investisseurs, qu'est-ce que la banque demande principalement? Ah oui, tout directement passer à la Ouais, mais on va switcher. Hein. Voilà, c'est ça reste d'actualité. Mais pour les investisseurs, vous l'avez compris, minimum 20% du prix d'achat. Les frais de notaire, il les faut au minimum, donc c'est 20% plus les frais de notaire. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il faut les frais de notaire. Déjà, même dans les crédits sociaux, il faut déjà l'année passée, sociaux. C'est ça, l'année passée, en fait, tout ce qui était investissement pour du rendement locatif, il y a encore des banques qui pouvaient prêter les 100% parce que c'était le premier achat locatif. Et si on avait déjà un crédit hypothécaire, elles étaient plus souples. Pas toutes les banques, mais dans le circuit du courtage, il y avait encore la possibilité d'emprunter les 100% sans devoir prendre une hypothèque sur le premier bien. Donc il y avait une souplesse. Cette année, sur les investissements locatifs, la souplesse, elle n'y est plus. Et là, il y a vraiment une restriction. Donc en gros, si vous n'avez pas beaucoup de fonds propres
pour un investissement locatif et que vous voulez vous lancer là-dedans, ça va devenir un peu plus compliqué. Donc, pour vous donner un autre cas dans l'investissement locatif qui peut vous faire cogiter, j'ai beaucoup de clients qui veulent faire l'investissement locatif. C'est leur premier achat, donc ils ne sont pas propriétaires. Ils veulent mettre leur argent dans une brique, mais une maison d'habitation, ils veulent commencer par ça en estimant que c'est plus prudent pour eux. Mais dans ce genre de contexte, si c'est votre premier achat, si c'était moi, je ne rentrerai pas forcément dans le détail que je vais louer l'habitation, c'est votre première acquisition, n'en dites pas plus. Et là, vous avez accès aux 100% et les frais de notaire. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas correct vis-à-vis du banquier. À ce moment-là, j'ai envie de vous répondre, si c'est pour un premier achat, si on ne vous pose pas forcément la question, et puis même si on vous la pose, c'est le premier achat, on a des quotités 100%, voire plus, restez-en là. Si c'est un second achat plus tard pour une deuxième habitation, là, on aura la règle des 80%. Mais pour le premier achat, ne vous prenez pas trop la tête. Juste, je vois les questions arriver. On va d'abord terminer ici, comme ça répondra probablement, et je reviendrai aux questions. Greg, je t'ai vu, Elie aussi, on y revient, on arrive tout de suite. On va juste continuer. J'ai reçu une question de Laura, qui se reconnaîtra cet après-midi sur Instagram. Elle me pose une question qui est quand même assez intéressante. Pardon. Elle demande taux fixe ou taux variable. Voilà. C'est toujours la question. Ouais. Vulgairement, pour moi, c'est une question un peu à la con. D'accord. Pourquoi? Parce que ça va dépendre du projet, ça va dépendre du bâtiment, selon moi. D'accord. Ça va dépendre du montant de l'emprunt aussi. Alors, la grosse différence, en fait, c'est qu'est-il mieux de choisir, taux fixe ou taux variable? En fait, ça va dépendre déjà de la banque chez qui vous allez vous diriger. D'accord. Dans le sens où certaines banques ne proposent même pas de taux fixe. Ah bon. Donc, tu prends le taux variable parce que tu n'as pas le choix, tout simplement. Par rapport au profil de l'emprunteur, un courtier, par exemple, lui, il ne commercialise pas qu'un seul produit. Donc, évidemment, ce n'est pas lui qui va déterminer le taux, mais c'est plutôt le profil qui va déterminer chez quelle banque il faut se diriger. Et donc, par défaut, on sait se dire, voilà, je peux proposer une banque qui propose du taux fixe et du taux variable, et c'est là qu'il faudra comparer par rapport au montant d'emprunt. Moi, généralement, je dis souvent, lorsque c'est le premier achat, c'est rarement le dernier. Parce que depuis déjà quelques temps, par rapport à mes années d'expérience, combien de temps maintenant? Plus de 10 ans, je peux quand même attester que le premier achat est très rarement le dernier. Ça veut dire que beaucoup de clients se braquent sur un taux fixe. Moi, je veux un taux fixe, je ne veux rien d'autre. Parce que mon père, ma mère, ma tante… Je l'ai déjà fait, j'avoue. Mon père, je veux du taux fixe 30 ans. Grosse erreur déjà, parce que ton premier crédit ne sera pas forcément le dernier. Et donc, il faut aller plus loin dans la réflexion, à savoir si je prends le taux fixe ou le taux variable. Je fais juste une petite parenthèse quand même par rapport à cette question. Si vous avez un taux fixe à du 1,70, ne vous posez même pas la question de prendre le variable. Y a pas sautez dessus. Ça peut monter et descendre de combien en général? Parce que c'est la question toujours. Donc, par exemple, on a un taux de, tu parles de, allez, on va dire, je sais pas, un taux standard aujourd'hui, c'est quoi, 2,50, 3? Allez, on fixe un profil 100% en 25 ans entre 1,90 et 2. Ouais, donc ça reste correct. Donc c'est mieux de partir sur du fixe à l'heure actuelle aujourd'hui. Dans l'absolu. Tout dépend du projet, quoi. Du projet et de la banque. Il y a une banque qui ne propose pas du taux fixe parce que je pense que c'est une banque de transit, ça les intéresse. Justement, il y a une question qui revient. Juste terminer pour bien répondre à la question de Laura. Donc taux fixe ou taux variable, dans l'absolu pour savoir quel est le meilleur choix. Mais voilà, si c'est déjà du 1,70 en 20 ans ou en 25 ans, ne te prends même pas la tête à savoir si je prends du variable. Le taux variable est limité tant à la hausse qu'à la baisse, généralement à son propre taux. Souvent, quand vous regardez les formules de taux, il est marqué 10, 5, 5, 5, 5, 5, plus 2, moins 2, plus 5, moins 5. C'est un charabia, tout ce que ça veut dire. Mais la majoration, le plus 5, moins 5 ou le plus 2, moins 2, est la soupape, la limite que le taux ne doit pas dépasser. Donc, cas concret, si le taux variable, le 5,55 par exemple, est à du 1,70 et que dans les parenthèses, nous avons un cap, on appelle ça aussi un cap, plus 2, moins 2, en fait, le 1,70, dans la grande théorie, ce serait 1,70 plus 2 à partir de la variation. Cependant, il y a quand même une règle qui est assez bien faite. Le taux variable est limité tant à la hausse qu'à la baisse à son propre taux. D'accord. Donc en gros, si le cap est plus élevé que le taux, la limitation, en tout cas la hausse, sera limitée au propre taux. Donc dans le cas que j'ai donné tout à l'heure, si le taux est à 1,70 plus 2 moins 2, le taux ne pourra pas faire plus que x2. Ok.
Juste petite précision, on donne pas mal de détails, etc. Comme vous savez, c'est une vidéo, c'est un live, mais après, vous pouvez la revoir, vous pouvez arrêter, avancer, reculer, aussi nous contacter. Hein. Je mettrai les coordonnées après de Davy sur sa page ou sur son site, vous pouvez le contacter. Le mieux, c'est par mail, parce que par téléphone, ça risque d'être compliqué. Voilà, on continue. Ben, dans le prolongement de la question de Laura, peut-être ici. Donc, on dit quels sont les meilleurs taux, comment ils ont évolué les dernières années. Bon, c'est une question qui est arrivée ce matin. J'ai vu un article. Ils disent que c'est des taux qui peuvent aller d'un 44 à un 13. On en a déjà parlé. Après, c'est en théorie et c'est souvent en ligne. Donc, ne nous faites pas prendre au piège des crédits en ligne où vous n'avez pas des personnes comme Davy pour analyser votre dossier. Hein. Si on peut faire une petite parenthèse par rapport à ça. Tout récemment, ImoWeb a fait une collaboration avec KeyTrade Bank. Alors, je ne critique pas du tout ce genre de collaboration, mais le problème c'est que ça va ratisser très large et que KeyTrade Bank va favoriser les nouvelles normes avec les quotités 90%. J'ai eu des clients qui sont venus me consulter parce qu'ils avaient eu des très bonnes conditions chez cette banque-là. Malheureusement, ils ont fait leur demande fin d'année passée où les normes, on pouvait encore emprunter du 100%. Moins de chance pour eux, les clients se sont vus refuser le dossier parce qu'ils appliquaient déjà les nouvelles normes. Donc ça veut dire que c'est un petit peu des scorings qu'on peut avoir même dans des banques ou sur des applications. Hop, j'encode mes revenus, votre profil est positif. Vulgairement, c'est un peu du bullshit. Ça veut dire que ouais, sur papier, je peux encoder ce que je veux, mais si on n'a pas une analyse approfondie des documents, des vérifications des crédits en cours à la Banque nationale, peu de chances d'avoir un avis très objectif. Donc pour revenir à ce que je dis, dans le cas de cette banque-là, tant que vous n'avez pas fait la demande de crédit, ils ne savent pas aller vérifier les crédits en cours à la Banque nationale. Et moi, je peux attester à chaque rendez-vous que 9 clients sur 10 n'ont pas l'exactitude des crédits en cours à la Banque nationale. Et c'est ça le problème. Et qu'est-ce que tu leur conseillerais justement? Ce serait, parce que souvent, nous, ce qu'on remarque du côté agent immobilier, d'aller voir un courtier, voilà, d'un courtier ou un banquier, c'est ce qu'on leur dit. Mais surtout, ce qu'on se dit souvent, ben, on voit que les clients ne se sont pas renseignés. Et quand les clients disent « ouais, mais on doit aller quel document ?» C'est souvent la question qui revient. Donc, je suppose qu'il y a les fiches de salaire qui sont importantes. Oui, évidemment. Oui, évidemment. Et quel autre document important ils ont Idéalement, pour vraiment avoir le dossier complet, c'est que l'emprunteur aille consulter directement sur le site de la Banque nationale la centrale des crédits particuliers. Donc, c'est une démarche qu'on sait faire via Internet avec un lecteur de carte, sa carte d'identité et le code PIN. Donc avant de consulter n'importe quelle banque, l'idéal c'est d'abord d'aller vérifier à la Banque nationale. Et c'est quoi le site? Labanquenationale.be. BNB, donc .be. On pourra mettre le lien dans la description. On le mettra après. Je vais le noter parce que sinon on va oublier. J'ai envie de dire, celui qui sait faire une commande sur Amazon, c'est aller consulter sa centrale des crédits particuliers. Code PIN de la carte d'identité, c'est indispensable. Un lecteur de carte. Un lecteur de carte, bon, en général, il y en a. Ce document-là. Mais est-ce qu'avec Itsme, ça ne fonctionne pas aussi? Avec Itsme, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne. C'est important d'avoir ce document-là. Pourquoi? Parce que justement, lorsqu'on fait une demande par Internet, tant que vous n'avez pas introduit une demande, donc signé une demande de crédit, la banque, donc l'interlocuteur, ne vous donne qu'un avis sur base de ce que vous lui donnez comme information. Maintenant, si à la Banque nationale, il y a des déchets, ou des crédits que vous avez oubliés, parce que ça peut arriver, ou vous vous êtes porté garant pour une autre personne, ça arrive aussi souvent, on n'a pas une exactitude de l'analyse du crédit. Évidemment. Donc moi, ce que je fais généralement quand j'ai un client, je regarde tout, je ratisse et je demande surtout l'information de la centrale des crédits particuliers, la bonne information, et je donne un avis sur base de cette information-là. Sans ça, mon avis, pour moi, n'a ni queue ni tête, ça ne tient pas la route. D'accord, ça va. Juste une question dernière, puis on va répondre aux questions des internautes. On dit toujours, on me demande toujours pourquoi les banques, c'est pas les banques qui ont pris ces mesures-là, c'est la BNB. Enfin, c'est un conseil qu'ils ont donné, entendons-nous bien. Bon, après, les banques les ont appliquées. Voilà, ça, il faut quand même le préciser. Donc pourquoi ils ont fait ça en fait? Parce qu'ils ont été tellement larges. Enfin, moi, je me souviens avant 2011, avant la crise des subprimes, comme on dit ça, à la limite, on empruntait les frais notaires, les travaux. Le fameux 125%, même, qui était du crédit très toxique. Ouais, très toxique, on est d'accord. Donc comment on peut passer de ça à une restriction quasi? Parce que moi, ce que je pense et ce que je vois tous les jours, ce sont des jeunes qui viennent de sortir de l'école, qui ont un peu de sous de côté, mais qui n'ont pas. Je vois très souvent que les parents, les grands-parents, doivent aider, mettre leur maison en garantie, apporter du cash, parce que sinon ils ne savent plus acheter. Et les jeunes me demandent toujours, mais monsieur, pourquoi ils ont fait ça?
je sais pas toujours la réponse. Ben, en fait, il y a plusieurs points. Donc, en effet, c'est la Banque nationale qui a émis, pas une restriction, mais qui a conseillé aux banques d'être plus prudentes. Donc, si je veux schématiser, la Banque nationale, c'est le directeur de l'école, et les banques, ce sont les professeurs, et les élèves, ce sont vous, les emprunteurs. Ben, le directeur a dit, bon les gars, là, vous prêtez trop facilement, il serait peut-être temps de revoir un petit peu vos conditions. Alors, après ça, c'est mon propre avis, c'est vraiment personnel. Selon moi, la Banque nationale, elle a fait cette restriction, peut-être pour contrôler un peu le prix de l'immobilier, parce que c'est vrai que l'année passée, moi je trouve qu'il y a eu une forte augmentation du prix, et assez anormale dans toutes les régions. Donc quand je dis anormal, ben, en effet, l'immobilier, il y a quand même une indexation chaque année qui fait évoluer le prix. Tout à fait. Mais il y a eu une augmentation de prix plus élevée que l'inflation en Belgique. Donc ça pose question. On se dit, bah, tiens, si on continue dans cette lancée ici, si les banques continuent à prêter... Tu penses que c'est que pour ça qu'ils ont fait ça? Ou alors c'est... Non. Moi, mon avis, c'est je pense qu'il y a un article qui est paru il y a un petit peu avant qu'ils fassent ça. Il disait que beaucoup de Belges avaient de l'épargne sur les comptes et qu'ils ne sortaient pas l'argent. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de faire... Après, c'est mon avis, hein, ça reste mon avis personnel. Est-ce que ce n'est pas une façon, je dirais, un peu camouflée de dire, bon, allez, sortez votre argent pour possible. Les gens. Après, je pense que sur le... Pardon, sur le fait... Je n'ai pas le coronavirus, je vous rassure. Sur le fait que... sur le fait que je ne sais même plus ce que je voulais dire. Ouais, sur le fait que les clients... ils aient les frais de notaire, c'est une obligation de toute façon aujourd'hui pour pouvoir acheter une maison, quasiment. Pour résumer un peu ce qu'on a dit. Au minimum. Au minimum, il faut qu'ils... Enfin, en même temps, ça c'est déjà avant, c'était déjà le cas. C'était conseillé, c'était plus facile pour négocier son taux. Bon, je pense qu'on a abordé toutes les questions. Par rapport à la Banque nationale, donc il y avait ce point-là, selon moi, pour essayer de contrôler. D'accord. Il y en a qui disent aussi que le taux de contentieux pouvait être, donc le taux de contentieux en Belgique, donc les crédits impayés, pouvait être aussi un motif de cette restriction de la Banque nationale. Bon, moi j'ai été voir les statistiques, apparemment on est sur 3% de taux de contentieux, ce qui n'est pas excessif par rapport à la norme européenne. Donc je pense pas que ce soit un argument très valable. Autre argument qui peut être selon moi plausible, c'est le taux d'endettement, parce qu'il y a des banques qui acceptent quand même d'aller jusqu'à un taux d'endettement de 50% du budget du ménage. Donc, ils allouaient par rapport au budget du ménage, donc au salaire du ménage. Par exemple, sur un bien. 50% de taux d'endettement. Donc, vous autorisez, si vous avez 4 000 euros de salaire, de dédier 2 000 euros pour l'investissement immobilier. Ah ouais. Donc, c'est beaucoup. D'ailleurs, nous, on l'a vu, c'est qu'à l'époque, avant, on a dû vendre des biens et où les gens ont dû carrément donner, les clients ont dû donner de l'argent de leur poche ou trouver une solution avec des banques. Voilà, donc peut-être qu'ils veulent encore éviter, on a pu avoir la crise des subprimes, mais il n'y a pas de rapport avec la crise des subprimes et ce que l'immobilier vit actuellement, parce que voilà, ça n'a rien à voir, Moi, c'est deux choses différentes. Prendre les commentaires. Merci Jana pour avoir marqué tous les autres. Bonjour à tous. Greg qui nous dit nouvelle loi du 1er janvier commence pas une loi, c'est pas une loi, c'est pas un projet de loi. Vous tenez bien, c'est une recommandation de la BNB. C'est exactement ça. Voilà. Après, ça a été appliqué directement. Qu'est-ce qu'il dit comment rendre les riches plus riches et les pauvres plus bactères? Ouais, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Donc, on va pas rentrer dans ce débat-là. Bernard, on a répondu à ta question, il nous a remercié d'ailleurs. Ça je passe. Il y a pas mal de. On se fait tailler. Merci pour nous tailler. On aime toujours ça. Vous avez vu, j'ai mis une belle chemise à fleurs. Alors. Peut-être d'abord répondre aux questions avant d'enchaîner sur les questions. Mais ici on les a plus de fin, la question. Non. Laquelle? Celle-ci, oui. En théorie, qui a droit à un prêt à aussi, on en a parlé tantôt. Pourquoi les banques on a pris ça aussi? Ça on n'a pas répondu par rapport au. Ah oui. Et après, on en verra. Donc, dernière question. Donc, les prêts à la région wallonne sont-ils touchés par ces mesures? Non. Et là, c'est quand même assez, selon moi, dégueulasse. Mais oui et non, parce que, juste une petite parenthèse sur le terrain, à la région wallonne, donc je pense que d'ailleurs, il y a... On dit région wallonne, mais ce sont les crédits sociaux de manière plus généralisée. Ouais. Donc, la SWCS, Société Wallonne du Crédit Social, ou Proxy Prêt pour la région namuroise. Ouais, il y a aussi... Et là, de sources sûres... Des familles nombreuses. Voilà. De sources sûres, ils prêtent encore les 125%, mais ils doivent donner un apport, hein, je pense. Notez que, de sources sûres,
Ces crédits sociaux ont des enveloppes par les régions et donc ils doivent travailler avec une enveloppe qu'ils reçoivent. Dans le cas d'une antenne sociale sur le Namurois, de source sûre, ils avaient déjà utilisé la moitié de leur enveloppe rien que sur le mois de janvier. Donc il y a eu une ruée sur la demande des crédits sociaux. Le problème de ces crédits-là, c'est enfin, il n'y a pas réellement de problème dans le crédit en lui-même, c'est que pour avoir un rendez-vous, c'est assez compliqué. Et je pense qu'ils privilégient maintenant uniquement les dossiers où il y a un compromis de signé. Le problème, c'est si on n'a pas fait l'analyse de son crédit avant, c'est un petit peu... Mais il y a Kevin justement qui nous dit c'est nul la région wallonne, c'est plafonné à 200 000 et 276 en zone de compression immobilière. Et il dit bien, et non pas d'apport en crédit social, puisque on en a parlé il y a quelques jours. Kevin, qui est mon barbier, je le salue, qui veut acheter une maison, voilà, sans rentrer dans le détail, il a rien fait d'ailleurs, je t'en ai parlé, tu iras voir Davy, il va te trouver une solution. On en a parlé, on enchaîne sur les questions. Ouais. Allez, c'est parti. Quand je vois certains commentaires, je tue. Ça me fait... Ouais, Raph, merci, hein. Je t'attends toujours. Merci, Jonah. Alors, je gagne très bien ma vie, mais j'ai pas de liquidité. Ouais. Kevin, ouais, je sais. Voilà, donc on va trouver. Tu viendras voir Davy, il va trouver une solution. Après, il y a cette question. Je gagne très bien ma vie et j'ai pas de liquidité. Pourquoi? Ouais, mais ça, ce sera pas les 10%. Du coup, on leur dit d'aller en crédit social. Alors, il y avait une question qui est passée. Il y a eu pas mal de commentaires. On était 20, on n'est plus que 15. Il y en a qui ont déserté. Alors, c'est une honte, oui. Voilà. Quel intérêt a une banque de demander 10% de la somme plus les frais de notaire pour une maison à 200 000? Tu dois en sortir 50 de ta poche. Les garanties, évidemment. C'est les garanties, Greg, tout simplement. Il faut toujours se mettre dans la position de la banque. Il faut réfléchir comme une banque. Donc c'est Greg qui pose cette question. C'est un peu débile de dire ça, mais imaginez que c'est vous, la banque, c'est vous qui prêtez l'argent à quelqu'un. Et la maison vaut 200 000, il vous en demande 250, dont 50 pour payer les frais de notaire. Il a un crédit de 250 000 €, une maison qui en vaut 200 000. Avant qu'il n'arrive à un solde restant dû équivalent à la valeur de la maison, même si je calcule l'inflation, il va lui falloir, je pense, 7, 8 ans, peut-être 9 ans. Donc pendant cette année-là, cette période de transition, vous n'êtes jamais sûr de récupérer votre argent parce que vous n'avez pas atteint un solde restant dû équivalent au prix d'achat de la maison. Le calcul, il est là, tout simplement. Donc si vous vous plantez pendant cette période-là, la banque, elle doit mettre la maison en vente publique. Donc ça, c'est vraiment dans le dernier des cas. Hein. Et généralement, en vente publique, elle récupère avec peu de chance le prix de gré à gré. Donc, c'est ça la grande question, c'est que prêter plus que le prix d'achat, pour les banques, c'est une garantie qui est quand même beaucoup moins stable que quand on a un apport fonds propres, c'est simplement ça. Ok, voilà, il n'y avait pas d'autres questions. Donc, pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit par rapport au crédit donc, depuis le début de l'année, donc clairement, si on n'a pas au moins les frais de notaire, c'est mort. Non, dans la c'est un peu au cas par cas. On parlait, il y en a beaucoup qui me parlaient du primo-acquéreur. Primo-acquéreur, c'est quoi? Ça veut dire que vous achetez une première maison, vous êtes propriétaire de rien. Ouais, donc pour ce type de profil-là, c'est peut-être plus facile. Oui, ils ont soi-disant, selon les recommandations de la Banque nationale, dans le chiffre d'affaires de la banque, ils vont pouvoir dédier entre 20 et 30% pour les primo-accédants, les primo-acquéreurs. Donc ceux-ci auront droit à emprunter les 100%. J'ai envie de répondre, en fait, ça va dépendre un peu du chiffre de la banque qu'elle va faire sur l'année. Donc c'est un peu au cas par cas. Au début, elle ferme les vannes. Par exemple, peut-être au mois de juin, elle va voir qu'elle ne va pas forcément atteindre son chiffre. Donc ça risque d'évoluer. On va réouvrir les vannes. Donc c'est très cyclique. Les banques, c'est comme ça, c'est en dents de scie. Une année on prête, une année on ne prête pas. Donc il faut un peu aller là où le vent souffle. Donc pour résumer, oui, on peut encore emprunter les frais de notaire, mais dans un cas très très limité de banque, avec des systèmes d'emprunt différents. Donc ça, il y a quand même une analyse à faire et tout un calcul pour que vous ayez les idées bien claires. Mais c'est vrai que dans la majeure partie des cas, le 100% est plus apprécié et le 90% encore plus. Donc évidemment, les clients, dans ceux qui veulent acheter, parce que j'entends souvent comment on va faire, on ne saura plus acheter. Évidemment, pour ceux qui visent d'acheter, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, en crédit, il y a encore des gens qui ont des fonds propres, il y a des gens qui refinancent, et donc eux sont sujets à des quotités plus faibles, j'espère pour eux. Donc, dans la majeure partie des crédits, ouais, ça va vraiment toucher une partie bien spécifique, ça ne va pas toucher 100% des crédits.
Maintenant, moi, ce que je remarque sur le terrain, et je pense que d'autres confrères, s'ils voient la vidéo, seront probablement d'accord avec moi, et s'ils ne sont pas, ils peuvent le dire. On remarque que les personnes qui achetaient des maisons 4 façades achètent des 3, des 2, et des maisons où il n'y avait pas trop de travaux, ils préfèrent prendre des maisons avec des travaux. Donc ça, c'est une réalité. Donc forcément, je pense que le marché s'adapte. Mais tu penses qu'au mois de juin, ils risquent peut-être de changer un peu leur position? C'est possible en cours d'année comme ça? En même temps, on n'a pas de gouvernement. Donc, c'est possible. Moi, avec les nouvelles normes, je m'attendais à perdre 40% de mon chiffre d'affaires, ce qui était énorme, c'était la catastrophe. Maintenant, finalement, quand je vois les demandes d'emprunt qui sont faites, je suis à 15-20%. Et comment ils sortent alors cet argent, ces fameux frais de notaire? Ils demandent aux grands-parents, ce que je disais tout à l'heure. En fait. Voilà, c'est ça qui est toujours assez bizarre, c'est que quand il y a des restrictions, bizarrement, les gens trouvent des solutions. Donc en fait, dès qu'on a la possibilité d'emprunter les frais de notaire, les emprunteurs s'y engouffrent. Et moi, ce que je remarque aussi souvent, j'ai eu plusieurs cas comme ça, des emprunteurs qui devaient emprunter et l'achat et les frais de notaire. Mais bizarrement, après l'achat, sur un an de temps, ils arrivaient à dépenser 20 000 € pour leurs travaux, en fonds propres. Alors là, il y a quand même une grande question de se dire, tiens, vous n'avez pas pu épargner 20 000 € en 5 ans que vous travaillez, et là, en un an de temps, vous avez dépensé 20 000 € pour vos travaux. Donc il y a quand même une grande question à se poser en amont, en se disant, mais si j'ai pas d'épargne, comment ça se fait? Donc je vais prendre un cas pratique, parce que je le remarque souvent. Par exemple, on était sur base des 100 000, tu veux écrire? Non, c'est pas par rapport à la quantité d'emprunt, c'est par rapport au manque d'épargne des ok, j'avais pas compris. J'entends souvent, comment on va faire? C'est difficile de mettre de côté. Oui, mais je peux réellement attester que j'ai quand même souvent des emprunteurs avec des bons revenus, avec zéro épargne. Et la réponse qu'ils me disent quand je leur pose ouvertement quel est le motif du manque d'épargne, on me répond, on profite. Oui, ok, mais il y a profiter. Après, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger, non, c'est pas constructif de toute façon. Mais il y a quand même une question à se poser en amont, c'est que si vous êtes capable de rembourser pour le crédit hypothécaire 600 € que vous êtes peut-être encore chez vos parents, qu'est-ce qui vous empêche de mettre 600 € de côté? C'est une simple question. Quand ils sont chez les parents. Quand vous êtes chez vos parents. Donc, il y a quand même aussi des clients qui ne prennent pas ça réellement au sérieux et qui se laissent vivre, j'ai envie de dire. Et quand c'est le moment d'acheter, parce qu'on préfère payer pour nous que pour un loyer. Un loyer, c'est ça. Oui, je peux le concevoir, mais une maison nécessite aussi des travaux, des frais d'entretien, donc ça coûte aussi de l'argent. Donc, il y a quand même aussi cette question d'épargne. Alors, pour ceux qui n'en ont pas, parce qu'évidemment, il y en a qui n'ont pas forcément des gros salaires, et ça, je peux le concevoir, ou qui ont déjà des crédits en cours, il y a encore des techniques de crédit qui permettent d'emprunter les frais de notaire. Il y a Greg qui me pose une question, je pense que c'est plus pour moi, mais tu peux aussi commenter. Il demande, le marché de l'immobilier risque de chuter? Non, clairement non. Aujourd'hui sur le terrain, on peut dire que le marché, en tout cas à Charleroi, est assez stable. Il y a eu une petite, comme disait Davy, il y a une grosse augmentation l'année passée. Honnêtement, si ça continue d'augmenter, déjà que c'est compliqué au niveau des crédits, donc je ne sais pas comment on va faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le marché est en tout cas, depuis des années, on a quand même un marché qui est assez stable sur Charleroi. D'ailleurs, je remercie mes confrères qui se battent au quotidien pour ça. On ne va pas se mentir, c'est la vérité, et aussi les notaires. Donc, tout le monde, on est tous dans le même bateau. Donc, non, ça va pas chuter, parce qu'il dit vu que moins de personnes seront achetées aussi facilement qu'avant. En fait, je pense aujourd'hui. Il n'y a pas assez de recul, là, déjà. Ouais, déjà, il n'y a pas de recul. Maintenant, ce que moi je constate sur le terrain, c'est que les maisons en bon état, qui sont propres, qui sont habitables tout de suite, premièrement, les clients ils sautent dessus, et les banques ils adorent parce qu'ils ont des garanties. On en parlait tout à l'heure des garanties. Quand vous achetez un taudis où il faut tout faire dedans, forcément que la banque, elle va, si vous devez emprunter les travaux, elle va être très précise pour les devis. Elle va vous débloquer l'argent par tranche, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, si vous avez cet argent pour pouvoir faire les travaux, c'est toujours mieux. On le remarque avec des investisseurs qui achètent des maisons, qui les remettent sur leur marché en bon état. On travaille beaucoup avec des investisseurs dans ce genre de choses où ils achètent des ruines, ils les retapent et puis on les remet sur le marché. Donc ça passe mieux en général dans ce genre de... Par contre, une parenthèse par rapport au cas que tu donnes. Souvent, moi aussi j'ai des profils qui visent une maison à taudis et souhaitent emprunter et l'achat et les frais de notaire et les travaux. Mais très souvent, ils sous-estiment le coût des travaux. Mon frère est carreleur, ma tante est électricien, ma cousine est plafonnière.
Le problème de ce genre de cas, c'est que c'est selon moi un très mauvais choix parce que comme on sous-estime le coût des travaux, ben, on part sur un budget de travaux pour commencer de 25 000, mais en fin de compte, tu avais besoin de 50 000 euros. Et là, par contre, c'est ce que les banques essayent d'éviter. Ce sont les maisons qui sont vraiment arrangées, pour pas dire des taudis, et où on demande d'emprunter et les frais de notaire et les travaux. Mais ce genre de dossier, c'est pas forcément ce que les banques peuvent faire le plus. Il y a Lio qui dit pour une maison de 50 000 euros louée, on a dû mettre 14 000 de frais de notaire et 24 000 de quoi? Ah, de fonds propres, car c'est 20% de la valeur empruntée et pas valeur d'achat. Ça devient compliqué, même avec hypothèque possible sur autre bâtiment. Ben, ouais, Non, il y a encore des banques qui permettent, enfin oui, dans les investissements locatifs. Ouais, lui, c'était clairement un investissement parce Beaucoup de banques que ça ne rencontre. veulent pas que vous mettiez de biens en garantie pour venir compléter ces 20%. Ils veulent du cash. D'accord. Ils veulent vraiment que vous sortiez Mais votre argent. pourquoi justement? C'est ça ma question. Parce que je pense qu'à mon avis, ils veulent, ça encore une fois, c'est mon propre avis, Ouais, et je pense que d'accord. c'est celui-là. Il y a eu trop d'emprunteurs qui n'avaient pas forcément le profil d'investisseurs locatifs qui ont voulu se lancer dans l'immobilier. Et c'est vrai. Ouais, c'est vrai. c'est une réalité. Vrai. Il y a beaucoup de gens qui. Voilà, ING, ils visent le placement IOID. locatif. C'était chez ING. Pas forcément. Mais lui, il a fait chez ING. Ils Quoi. visent l'investissement locatif parce que la banque ne rapporte plus rien. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas forcément le profil. Et donc, ces emprunteurs-là ont acheté un second bien qu'ils ont revendu peut-être après 1 an, voire 2 ans, parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas pour eux. Mais alors, évidemment, c'est ce genre de profil que la banque, je crois, elle veut essayer de mettre de côté. Et pour moi, à juste titre, parce que de réels investisseurs, donc je vais donner encore des cas concrets, ils veulent mettre de côté les investisseurs qui sont peut-être en revenu de remplacement, chômage ou mutuel et qui ont accumulé un patrimoine assez conséquent. Ces profils-là, je crois Ils veulent plus. De moins en moins. Bon, je pense qu'on a fait. On est à 40 minutes, on a eu pas mal de commentaires, je pense qu'on a répondu à tout. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, je pense qu'on va clôturer pour aujourd'hui. Je rappelle juste une chose, donc tous les mercredis, je vous rappelle, sur le coup de midi, je continue à faire des visites live. De maison, bien entendu. Dites-nous si vous avez aimé ce format et si vous voulez que Davy revienne. Promis, il sera mieux coiffé la prochaine fois. Si vous avez d'autres thèmes que vous voulez aborder, même avec un notaire, etc. Donc c'est le projet, c'est de faire ça régulièrement. En tout cas, peut-être toutes les 2 semaines, pardon, tous les mois. Donc n'hésitez pas à nous faire des commentaires. Si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit ou si vous avez des choses que vous trouvez qu'on a dit des bêtises, n'hésitez pas, on est là aussi pour écouter tout ça. On pourra en débattre, bien entendu. Autre chose à ajouter? Non. Je rappelle juste une chose, on cherche des biens aussi, donc n'hésitez pas, les estimations sont gratuites et sans engagement. Pour rappeler, quand vous devez acheter une maison, ça je parle en tant qu'agent immobilier, allez bien vous renseigner chez un courtier ou dans une banque pour savoir votre budget et n'oubliez pas de prendre ce que Davy vous a dit tout à l'heure au niveau des documents et de vous rendre sur le site de la BNB que je vais mettre en dessous et je vais mettre aussi le site de Davy, comme vous voyez, il y a les logos et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Pourquoi? Pour recevoir une notification à chaque fois qu'on est en live pour les prochaines vidéos. Autre chose? Nous avons fait le tour, je pense. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez aimé ce format. Je vais y arriver, je suis fatigué. Passez une bonne soirée. On se retrouve donc mercredi prochain sur le coup de midi pour une visite live, si tout va bien. Et portez-vous bien. Bonne soirée. Tout est dit. Bonne soirée, au revoir.